Dans les titres de l'actualité, les membres du gouvernement ont tenu leur rencontre hebdomadaire. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave. À suivre le compte rendu. Démarré depuis le lundi 21 juin 2022, l'examen national de bac a connu son épilogue à la grande satisfaction des candidats. Quelques-uns rencontrés au centre de composition du collège catholique Père-au-Pierre à Cotonou ce jour, à l'issue des dernières épreuves, livrent leurs impressions. Vous les suivrez dans quelques instants. Et puis en interactualité, un séisme d'une magnitude de 5,9 est survenu à une profondeur de 10 km vers 1h30 ce mercredi, tout près de la frontière avec le Pakistan. Au moins 1 millier de personnes ont été tuées et 1500 blessés. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette rencontre. Suivons ici le point avec Wilfried Léandre-Ngwedji, le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022, qui s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État, a débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, en point 1, organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement de cette envergure s'organise tous les 10 ans au fin de générer des données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat telles que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité. Les 4 premières éditions ont permis de constater que notre pays comptait 3 331 210 habitants en 1979, 4 915 555 en 1992, 6 769 914 en 2002, et 10 8 749 en 2013. Les données attendues de la présente édition permettront également de mesurer les progrès accomplis et d'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas tels que l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et l'accord de Paris sur les changements climatiques. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la réalisation de l'opération et désigné les membres du comité national qui en aura la charge. En point 2, mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. Par ailleurs, il veille à la qualité des enseignements, contribue à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux et s'assure de l'actualisation des curricula, des techniques et méthodes d'enseignement et de formation par des missions d'expertise. Il soumet, selon une périodicité décennale, chaque enseignant à une évaluation pédagogique et en transmet le rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au Conseil national de l'éducation. Ce rapport est pris en compte dans la promotion de l'enseignant. Enfin, cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Après un passage ovationné au siège du programme alimentaire mondial pour l'expérience des cantines scolaires en œuvre au Bénin, la vice-présidente de la République du Bénin a reçu les honneurs de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, une coalition qui regroupe plusieurs agences onusiennes, des universités, des ONG et plus de 60 pays membres, tout attentifs à l'expérience béninoise. C'est en lieu mythique à Rome donc pour les hommages qui ont été rendus au Bénin. Reportage avec Romaric Dossa.
Le Bénin, champion mondial du programme d'alimentation scolaire, c'est au cours de la réunion regroupant les 36 pays membres du conseil d'administration du programme alimentaire mondial que le programme des cantines scolaires du Bénin a été salué. L'agence onusienne spécialisée dans l'appui alimentaire aux plus vulnérables dans le monde a reconnu que ce projet béninois reste un modèle à promouvoir dans d'autres pays. Particulièrement honoré ce soir de recevoir la vice-présidente du Bénin. C'est extrêmement important pour nous, au sein de l'alimentation scolaire, de la coalition pour l'alimentation scolaire, de bénéficier de l'expérience du Bénin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux ce soir d'avoir la vice-présidente. En quelques mots, cette coalition, elle vise à donner à chaque enfant un repas sain, nutritif, d'ici 2030. Invitée à ce conseil d'administration du PAM, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, dressant le sombre tableau ayant conduit à l'élaboration du programme des cantines scolaires, a réitéré l'engagement du gouvernement à mieux œuvrer pour que les enfants des zones rurales bénéficient davantage du soutien alimentaire étatique dont l'utilité est approuvée au plan mondial. Le président Patrice Talon a pris le relais en 2016, mais parce qu'il n'accepte pas, parce qu'il n'arrive pas à supporter que des enfants restent affamés à l'école, il a fait d'énormes progrès. Nous sommes passés d'un budget initial de seulement 1 milliard destiné aux cantines scolaires à plus de 50 milliards aujourd'hui et à 150 milliards dans les années qui vont venir. C'est le lieu pour moi ici d'inviter tous les ambassadeurs qui sont les représentants de leur pays ici, de les inviter à suivre, en ce qui concerne mon continent, à suivre l'exemple du Bénin. À Rome, la vice-présidente du Bénin a été reçue par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mariam Chabi Talata a vanté auprès de son hôte les mérites du programme d'alimentation scolaire du Bénin. Des échanges visiblement porteurs de bonnes perspectives pour le Bénin. And first of all, congratulations your champion on the school feeding program successfully. Comme je l'ai dit à Madame la vice-présidente, le Bénin a la chance d'avoir un leader visionnaire qui a accompli des choses extraordinaires en ce qui concerne l'alimentation scolaire. J'ai été également frappé par les performances agricoles du Bénin et ce que je peux vous dire, c'est que le FAO est disposé à accompagner le Bénin à aller vers un système alimentaire et nutritionnel plus résilient, plus productif et qui permette de nourrir mieux les Béninois, mais qui permet aussi aux petits producteurs de vivre de leur culture. Et c'est dans cette vision que nous sommes disposés à travailler avec le PAM, le FIDA, pour accompagner la vision du gouvernement béninois. Nous allons travailler la main dans la main pour développer les produits de rente, mais pas seulement, mais aussi les produits vivriers, pour permettre surtout aux populations de mieux se nourrir et aux petits producteurs de vivre de leur travail. Je suis simplement satisfaite de l'accueil et des conseils, des engagements pris, engagements d'accompagnement, d'assistance de notre pays. Nous avons déjà leur accompagnement, nous avons leur encadrement, mais nous demandons plus et ils sont disposés à faire davantage. Conçu et financé par le gouvernement béninois, le programme des cantines scolaires est basé sur une approche multisectorielle. Il vise à maintenir les apprenants des milieux défavorisés à l'école en vue d'améliorer les performances scolaires par l'offre de repas chauds et gratuits à la sortie des classes. Je l'annonçais en titre, fin de la phase écrite du baccalauréat, session de juin 2022, ce jeudi 23 juin, démarré depuis le lundi 21 juin dernier. L'examen national a connu son épilogue à la grande satisfaction des candidats. Quelques-uns rencontrés au centre de composition du collège catholique Père-au-Pierre à Cotonou. À l'issue des dernières épreuves, livrent ici leurs impressions. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Les épreuves étaient bonnes, on était dedans, on se retrouvait, tout allait bien. Bon, on s'est retrouvés quand même, tout va bien, on a travaillé, les épreuves étaient abordables. Et puis bon, on rend grâce. Bon, en réalité, je ne veux pas dire que ces 4 jours-là ont été mal quand même. Les 4 jours ont été bien. Oui, parce que bon, avec les épreuves, on a dû s'en sortir et que ça a marché. Bon, ce qu'on a vu dans les épreuves, c'est ce qu'on a fait en classe au fait. Non, bon, ce que nous attendons maintenant, c'est quoi? Il faut que la correction soit un peu abordable pour que
nous aussi nous puissions s'en sortir. C'est tout ce qu'on veut, quoi. On ne va pas dire bien, on ne va pas dire mal. Nous remettons tout dans la main du Seigneur. Que sa volonté soit faite. Oui, c'est fait pour moi. Je ne veux pas trop. Je ne veux pas dire que toutes les matières étaient bonnes. Donc, on met tout dans la main du Seigneur. Le baccalauréat de cette année, ça a été bien. On remercie le Seigneur, on remercie. Et nous demandons beaucoup aux surveillants de bien vouloir bien corriger les copies, de ne pas être pressés sur nos copies et de bien nous aider. Les épreuves sont vraiment abordables. Même les surveillants de salle aussi sont bons, ils ont bien fait leur surveillance. Je pense qu'on aura un très bon pourcentage au cours de cette année scolaire. C'est ce qu'on a appris, ce qu'on avait l'habitude de faire souvent en classe. En tout cas, les sujets étaient vraiment abordables, ça promet, par la grâce de Dieu. Et ça s'est bien passé, comme vous venez de constater. Et c'est la fin du bac F4 ici au collège catholique Père au Pied de Cotonou. Ils sont très bien disciplinés, on n'a pas eu de distraction, ça s'est bien passé. Pour les candidats pendant les vacances, je leur demande de mettre en application les notions qu'ils ont eues pendant l'année scolaire parce que c'est une série technique que je viens de surveiller. Donc ils vont faire d'efforts sur les chantiers pour bien maîtriser les notions. Et parlons à présent du Hajj 2022. Les premiers pèlerins ont pris le départ de Cotonou tôt ce jeudi matin, passant l'accompagnement du gouvernement du président Patrice Talon. Les autorités béninoises ont donc joué leur partition. Que doivent-ils donc faire les fidèles musulmans, bien sûr, pour passer un bon moment de pèlerinage? Écoutons ici l'imam Moutawakil de la mosquée Médine 2 de Calavi pour plus de précisions. Dieu a mis le pèlerinage, c'est parmi les simples, mais il n'a pas mis ça obligatoire. Dieu a mis ça pour les gens qui en ont les moyens, les gens qui ont la capacité. Vous voyez, les gens qui peuvent subvenir aux besoins de leur famille avant de partir, sans dette. Quand tu es endetté, tu n'as pas payé tes dettes et tu vas là à la Mecque. C'est nul. Vaut mieux de rester à la maison. Vous voyez, on ne vole pas l'argent pour amener, pour aller faire le pèlerinage. Donc celui qui n'a pas les moyens, ce n'est pas forcé. Et celui qui a péché est celui qui en a les moyens en quantité et en qualité et qui refuse d'aller. Le gouvernement a pris de les aider, de faciliter le passeport, vaccination, etc., etc. C'est ce que l'État lui a pu fournir. Mais dans le Coran, on n'a pas dit jusqu'à l'État va vous aider. Ce que l'État peut nous aider est, ça a lui le pouvoir d'amener l'aviateur ici. Nous n'avons pas le pouvoir. Donc, de ce côté, lui-même, il est en train de faire ce qu'il veut. Mais les moyens, c'est physique, économique et social. Parmi les sociétés agréées, il ne faut pas qu'ils abandonnent les pèlerins. Parce que quand on dit société agréée, il ne faut pas aller, celui-là n'est pas de ma société. Non, tous les pèlerins du Bénin sont pour toutes les sociétés agréées. Ils doivent les porter secours. Même si ce n'est pas béninois, un pèlerin qu'il a trouvé en route ne sait pas là, il peut l'aider. C'est ça le pèlerinage. Avant la page internationale de cette édition, une brève santé après la Covid-19. C'est au tour d'une mystérieuse maladie intestinale de se répandre en Corée du Nord. Cette maladie intestinale qui se propage particulièrement dans une province du pays vient s'ajouter à l'épidémie de Covid-19 et à un épisode de sécheresse qui dure depuis plusieurs mois, fragilisant encore un peu plus un système sanitaire défaillant. Des travaux de désinfection sont en cours dans le pays, y compris également les eaux usées. Au moins 800 familles et 1600 personnes de ce que la Corée du Nord appelle une épidémie entérique aiguë
ont reçu une aide médicale. Également dans la suite de l'actualité internationale à présent, nous sommes au Burkina Faso. Des dizaines de Maliens ont manifesté ce 21 juin à Bankas, dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État après le massacre attribué à des djihadistes de plus de 130 civils dans des villages voisins. Le bilan de l'assaut pourrait continuer de grimper après la découverte de nouveaux corps de victimes. La recherche des disparus se poursuit. Images et son. Au Mali, les citoyens ont manifesté mardi à Bankas pour demander la protection de l'État après le massacre de plus de 132 civils par de présumés djihadistes affiliés à AQMI dans la région. Une délégation ministérielle s'est rendue sur place pour rencontrer les familles des victimes, tandis que la recherche des disparus continue. Pourquoi, quand vous êtes averti, vous ne répondez pas à temps, mais juste après le drame? Ça nous inquiète beaucoup, car on a appelé avant l'arrivée des assaillants, alors que les gens ont peur d'un simple bruit d'avion. Nous vous demandons de faire preuve de patience. Les autorités vont travailler dur sur cette question, si Dieu le veut. Que Dieu nous garde tous en paix. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président de la transition. Lundi soir, les Nations Unies ont annoncé ouvrir une enquête sur les circonstances des attaques. La loi du plus fort est la norme dans le centre du Mali. Selon les ressortissants de la région, il justifie ainsi la recrudescence des violences alors que les drapeaux sont en berne à Bamako, la capitale. La population dénonce l'absence de l'autorité de l'État dans des régions endeuillées. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de civils sont morts dans des attaques dans le centre et le nord du pays. Le Mali observe depuis mardi 3 jours de deuil national décrétés par les autorités de la transition après les attaques du week-end dernier dans le centre du pays qui ont fait 132 morts. À Bamako, la capitale, des populations dénoncent l'absence de l'autorité de l'État dans les régions endeuillées. À mon avis, beaucoup de choses sont dites à Bamako qui sont différentes de la réalité. Je suis de la région. Il n'y a pas d'autorité de l'État là-bas, il n'y a rien. Nous vivons sans loi, c'est chacun pour soi, c'est la loi du plus fort. La population voit ce qui se passe, mais elle ne peut rien faire. 1 an, 2 ans sans pouvoir aller au champ, alors que c'est notre gagne-pain. Finalement, nous sommes obligés de migrer vers la capitale. Après avoir écumé le septentrion malien, les djihadistes ciblent de plus en plus les régions du centre. Le regain de tension est peut-être lié à la caducité aujourd'hui de ces accords locaux, mais également peut-être mis en lien avec l'intensification des opérations militaires des forces de défense qui peut-être mettent fin au processus de dialogue qui avait été amorcé par les autorités maliennes depuis 2019. La réponse, c'est surtout l'amélioration de la réponse face à cette menace sécuritaire, parce que la focalisation des moyens, de l'attention sur la question militaire à elle seule a montré ses limites depuis quelques années. Donc il convient de tirer les enseignements des limites des réponses observées pour aujourd'hui aller vers des solutions globales qui incluent non seulement la réponse militaire mais aussi des réponses politiques qui prennent en compte les préoccupations des populations qui sont liées à la qualité de la gouvernance, qui sont liées à la justice notamment. Le cadre d'échange, groupement d'une dizaine de partis politiques, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines de civils sont morts dans des attaques dans le centre et le nord du Mali.
Au Rwanda, à présent, le prince du Galles et son épouse Camilla ont fait une pause dans un hommage silencieux au mémorial du génocide de Kigali, lieu de repos définitif de plus de 250 000 victimes du massacre. Il y a près de 3 décennies, le couple royal a signé une note de souvenir pour accompagner une couronne de fleurs blanches. Ils se sont donc également entretenus avec les rescapés du génocide. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont déposé une gerbe de fleurs au mémorial du génocide rwandais à Kigali mercredi, en marge de leur venue pour le sommet du Commonwealth. Après avoir visité le musée du mémorial et s'être recueilli en hommage aux victimes, le couple royal britannique a rencontré certains survivants du massacre perpétré envers une majorité de Tutsis en 1994. Arrivé la veille sur le territoire rwandais, le prince Charles remplace sa mère, la reine Elisabeth II, pour le sommet du Commonwealth qui se tient durant toute la semaine et où 54 représentants de nations sont attendus à Kigali. Le Rwanda a rejoint l'organisation en 2009, se rapprochant de plus en plus du monde anglophone. La venue du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles marque la première visite d'un membre de la famille royale britannique dans le pays. Je l'annonçais en titre, au moins 1 millier de personnes ont été tuées et 1500 blessés dans un puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est de l'Afghanistan. Dans la nuit du mardi à mercredi, le gouvernement afghan craint que le bilan augmente encore. Au fil des opérations de secours, le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de la région et aussi dans la capitale Kagoul, située à environ 200 km du nord du pays. Reportage. L'Afghanistan encore sous le choc après le puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Les maisons faites de briques et de boue n'ont pas résisté à ce tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti jusqu'à Kaboul, la capitale, située à environ 200 km au nord. Environ 2000 à 2500 maisons ont été entièrement détruites. De nombreuses personnes ont été blessées. Toutes les maisons se sont effondrées. Et maintenant, nous avons besoin de tentes et de produits de première nécessité. Les secours en Afghanistan sont limités et ne peuvent faire face seuls. Les ONG sont aussi moins présentes depuis la prise du pouvoir par les talibans, mais face à l'urgence, elles s'organisent. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours et du matériel médical a été fourni. Nous évaluons la situation dans la province de Khost, puis nous rejoindrons d'autres agences pour examiner la situation à Paktika. Dans la province de Khost, justement, au moins 1 millier de personnes ont été tuées et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Il pourrait s'agir du séisme le plus meurtrier qu'ait connu l'Afghanistan en plus de 2 décennies. L'Union européenne dit suivre la situation et se tenir prête à coordonner et fournir une aide d'urgence. Fait rare, les talibans ont appelé à l'aide la communauté internationale. Et puis en France, Emmanuel Macron consulte tour à tour les responsables des partis pour trouver des solutions constructives et empêcher un blocage politique en l'absence de majorité au Parlement. De son côté, le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. Retrouvez ici les derniers développements des législatives donc en France dans ce reportage. Un premier conseil des ministres en France après les élections législatives. Le scrutin a sonné comme un désaveu pour Emmanuel Macron et son gouvernement, privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui devra en outre se séparer de 3 éléments qui n'ont pas été élus dans leur circonscription, comme la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin. Dans l'opposition, de nombreuses voix réclament également le départ de la première ministre Elisabeth Borne, élue de justesse dans le Calvados. En poste depuis 1 mois, celle-ci a, comme le veut la tradition, présenté sa démission avant d'être aussitôt reconduite dans ses fonctions. Parallèlement, les chefs des différents partis politiques français ont été conviés ce mardi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le président de la République essaye de trouver des solutions constructives afin d'éviter un blocage politique.
Il a d'abord rencontré le leader des Républicains, le parti de droite traditionnel, qui lui a réitéré son refus de constituer un pacte avec la majorité présidentielle. J'ai redit au président qu'il n'était pas question pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position, dans l'opposition de manière déterminée, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des institutions. Également reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée, Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite a obtenu 89 sièges de députés et entend bien peser dans la nouvelle Assemblée. J'ai exprimé au président des sujets de préoccupation urgents, qui sont ceux que porteront les députés du Rassemblement national, à savoir le pouvoir d'achat avec cette inflation qui monte de manière très inquiétante et qui semble hors contrôle, notamment sur les produits de première nécessité qui touchent évidemment les Français les plus modestes, mais également bien sûr sur l'énergie. Emmanuel Macron reçoit ce mercredi le représentant du parti La France Insoumise à l'initiative de l'Alliance de gauche qui a recueilli 131 sièges de députés. Parmi eux, le leader du Parti communiste qui a indiqué qu'Emmanuel Macron envisageait la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Et c'est tout pour ce 19h30 sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne préférée. Portez-vous bien.